Bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo de paléontologie en appartement. Aujourd'hui, nous allons parler d'anatomie comparée, et plus précisément de poissons. Nous allons notamment parler d'un poisson qui n'est pas très connu, mais très intéressant, le sélacanthe. Mais pour commencer, nous allons regarder d'un peu plus près le poisson que je viens de déguster. Il s'agit d'une dorade. Alors, les poissons, parfois on l'oublie, sont des vertébrés, comme nous, comme tous les mammifères, mais également les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, sont des vertébrés, c'est-à-dire qu'ils ont une colonne vertébrale composée de nombreuses vertèbres. Alors là, le crâne est un peu difficile à regarder car il a été mangé en grande partie et il reste encore un petit peu de chair, et pour ça, je vais demander à mon assistant de me donner un crâne de dorade un petit peu plus propre. Merci beaucoup. Donc voilà un crâne de dorade, la même que celle que j'ai mangée, mais cette fois-ci sans les restes de chair. Alors, là vous voyez qu'on a uniquement ce qu'on appelle la boîte crânienne avec le cerveau, cette partie-là, et là c'est le trou qui contient l'orbite. Mais il n'y a pas de mâchoire. Pourquoi il n'y a-t-il pas de mâchoire? Car chez les poissons, les mâchoires ne sont pas directement accrochées à la boîte crânienne, mais elles sont en quelque sorte suspendues sous la boîte crânienne. Imaginez ici la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure qui vient quelque part là-dessous. Regardons ce qui se passe maintenant chez un mammifère et par exemple un blaireau. Assistant, s'il vous plaît, un crâne de blaireau. Merci beaucoup. Donc voici un blaireau qui n'a pas été mangé par nous, mais trouvé dans la forêt il y a quelques années. Et chez lui, on voit que la boîte crânienne qui contient le cerveau est solidement attachée et forme un seul ensemble avec sa mâchoire supérieure. Après la dorade, nous allons nous intéresser à ce fameux poisson, le sélacanthe. Alors assistant, passez-moi un sélacanthe, s'il vous plaît. Merci. Alors évidemment, à première vue, le sélacanthe est un poisson. Ça se reconnaît tout de suite, semblerait-il. Bon, un poisson un petit peu particulier parce que notamment il y a ce petit lobe là, au bout de la queue, qui est caractéristique des sélacanthes vivants aujourd'hui, mais également des sélacanthes fossiles qu'on retrouve dans la roche. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe à l'intérieur de l'animal, dans son squelette. D'abord, regardons une nageoire de dorade. Voilà une nageoire, ça c'est la nageoire pectorale qui correspond à notre bras. Vous avez une nageoire qu'on appelle rayonnante, c'est-à-dire que les rayons qui forment la nageoire partent de la base, comme ça, et rayonnent un petit peu comme un éventail. Et ça, plus de 95% des poissons aujourd'hui ont des nageoires de ce type-là. Et par exemple, les poissons du lac qui sont représentés sur ce poster derrière sont tous des poissons à nageoires rayonnantes, c'est-à-dire des actinoptérygiens. Papa, l'anguille, il n'a pas de nageoire. Alors même l'anguille a des nageoires, mais elles sont toutes petites. Mais si on regarde de près les nageoires des anguilles, elles sont également rayonnantes comme les nageoires de la dorade. Mais alors, qu'en est-il du sélacanthe? Eh bien, on voit que sur son dos, il a une nageoire qui ressemble un petit peu à une nageoire rayonnante. Mais les autres nageoires sont un petit peu particulières. Il y a une espèce de lobe à la base, et ensuite on voit les rayons qui sont disposés au bout de ce lobe. Et pour regarder ça de plus près, j'ai besoin d'un petit dessin. Merci beaucoup. Donc voilà différents types de nageoires. Une nageoire classique, la nageoire de la dorade. Voilà, on voit que ça ressemble un petit peu. Avec à la base des os, comme ça en rouge, qui sont disposés les uns derrière les autres. Et voilà la nageoire d'un sélacanthe. Et la nageoire d'un sélacanthe, en fait, ce sont des os qui sont disposés les uns derrière les autres, comme ça, au bout les uns des autres, qui forment une espèce de chaîne, et on a les rayons de la nageoire qui sont au bout. Et à quoi fait penser ce type de nageoire? Eh bien, elle fait penser à un autre bras, ou à un autre jambe. Elle est construite de la même façon, avec un premier os, suivi d'un deuxième, suivi d'un troisième, etc. Et ensuite, les os de la main et les os des doigts. Ce qui est intéressant au niveau de l'évolution, c'est que cette nageoire-là, la nageoire du sélacanthe, est beaucoup plus proche du bras, ou du pied, ou de la jambe d'un vertébré terrestre, et par exemple nous-mêmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sélacanthe, évolutivement parlant, est plus proche de nous qu'il n'est proche d'une dorade, par exemple. Alors on pourrait dire que c'est notre ancêtre. Alors ce n'est pas tout à fait notre ancêtre, parce que vous voyez qu'il est sur une branche indépendante de la nôtre, mais c'est notre cousin poisson le plus proche. Voilà, donc notre sélacanthe illustre comment certains poissons se sont transformés, ont évolué
pour envahir la terre ferme et comment leurs nageoires sont devenues des pattes. Et en fait, il y a maintenant un certain nombre d'intermédiaires, des fossiles que nous avons découverts qui sont situés entre les sélacantes et les vertébrés terrestres qui montrent comment ce phénomène très important s'est produit. Il y a environ 380 millions d'années. Et très récemment, il y a quelques semaines de cela, un collègue canadien a publié une étude scientifique très intéressante qui porte sur un poisson fossile trouvé au Canada, justement, qui s'appelle Elpistotégé, ou Elpistotégé plutôt, et dont la nageoire pectorale, c'est-à-dire la nageoire avant, est très bien préservée. Et on peut comparer vraiment les os de cette nageoire avec les os d'un bras humain, et on retrouve un humérus, un radius arm ulna, l'ulna c'est l'autre nom du cubitus, puis ensuite les os qui composent le poignet, et ensuite les phalanges. Et pourtant, cet animal était essentiellement aquatique, il passait l'essentiel de sa vie dans l'eau, mais de temps en temps, peut-être qu'il utilisait ses nageoires bien particulières pour monter sur la plage et se chauffer peut-être au soleil, ou alors pour attraper des proies qui déjà couraient sur la terre ferme. Voilà, alors j'espère que je vous ai démontré d'une part que l'évolution existe, mais ça je pense que vous en êtes tous convaincus, et d'autre part que maintenant on connaît très bien comment la transition entre les poissons et les vertébrés terrestres s'est effectuée. Merci beaucoup, à la prochaine.